de mon côté. Parfait, merci beaucoup. Procès-verbal de la rencontre du 23 mars. C'est bon. Ça fait un petit son, ça va? Parfait. Bonjour à tous. Je suis bien content d'être ici aujourd'hui pour vous présenter la gestion des risques associés au projet de construction. Juste pour vous situer, la dernière fois, on avait eu une présentation sur la gestion des risques au niveau de la démarche organisationnelle. Cette fois-ci, ça va être un petit peu plus spécifique, vraiment en lien avec les grands projets de construction. Donc, avant tout, juste pour vous montrer à quel point, là, c'est ça, les projets de construction, c'est des projets qui sont très complexes, avec beaucoup de risques. C'est extrêmement important de les adresser aussi. On va le voir au fil de la présentation. Mais juste pour débuter, je voulais commencer en vous exposant un petit peu là, les différentes phases de projet, puis surtout que vous voyez la quantité de documents qui entrent là, justement dans les projets de construction. C'est énorme. Donc, à la phase d'avant-projet, on a des documents comme par exemple un dossier de présentation stratégique, une fiche d'avant-projet. Au niveau du démarrage, ben, on peut avoir par exemple des dossiers d'opportunité, une charte de projet, des demandes de subvention. L'idée, en fait, dans cette diapo-là, c'est de vous montrer que tous ces documents-là vont servir justement à, oui, Est-ce possible d'avoir la présentation au même moment sur écran pour les gens qui vont nous suivre? Puis on s'excuse parce que oui, pas de problème. initialement, lors du début de la rencontre, mon micro n'était pas ouvert, je présume. Merci. Donc, je poursuis. On avoir la présentation visuelle en même temps pour les gens. Oups. Donc, pour les gens qui ont manqué le début suite aux problèmes techniques qu'on avait, bienvenue à la séance de travail. Bien, la Commission des finances de l'administration de la Ville de Sherbrooke, la rencontre du 27 avril, et on s'est rendu au point 5.1, gestion des risques et des projets de construction. On y va avec la présentation. Ça va être plus facile à suivre un petit peu avec ça. Effectivement. Donc, comme je vous disais, vous voyez la quantité de documents qui est très, très importante au niveau là, des projets de construction. Chacun de ces documents-là va soit servir justement à cadrer le projet, à assurer un suivi. Comprenez donc, c'est très, très important d'avoir non seulement l'ensemble de ces documents-là dans plusieurs projets d'envergure, mais aussi, tu sais, comme je vous expliquais un petit peu, le contenu est important, mais le contenant aussi. Donc, on travaille en ce moment à la ville sur un projet de gestion intégrée documentaire qui m'est cher. Donc, ça aussi, c'est une façon justement de diminuer les risques parce qu'à ce moment-là, on peut retrouver l'ensemble de la documentation, puis que ce soit archivé pour les bonnes durées et tout. Donc, on travaille en parallèle là-dessus. Mais c'est ça. Donc, sans vous nommer chacun de ces documents-là, c'est que vous comprenez la complexité là, des projets d'envergure que sont les projets de construction. À la prochaine diapo. L'ensemble, c'est quand même très complexe. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Y a-t-il des gens qui avaient des questions en lien avec le tableau? Moi, je n'avais une, entre autres. Oui. Dans le démarrage, est-ce que le financement, exemple, des programmes de subvention, des événements, entre autres, vous prenez comme quand l'an prochain, on va avoir les Jeux du Québec qui se passent ici à Sherbrooke. C'est, en fin de compte, c'est un événement qui amène une réflexion à savoir, dans le démarrage, il y a une opportunité. L'opportunité peut être justement associée avec un programme de subvention à cause d'un élément qui se passe sur le territoire. Ça doit faire partie de ça aussi, dans l'analyse. Et aussi, les revenus potentiels. Parce que bien des fois, dans des projets, dans l'analyse, est-ce que ça doit faire partie d'un projet d'envergure, la phase et la documentation de ce projet-là? Oui, ça fait partie. C'est à l'intérieur de certains de ces documents-là. En fait, c'est ma prochaine diapositive. Excusez. Parce que c'est tellement complexe. Comme je vous dis, on a une quantité énorme de documents en fonction des différentes phases du cycle de vie du projet, qui sont l'avant-projet, là, le démarrage, la planification, la réalisation, exécution. Vous voyez les titres en gras. Mais
pour vous montrer, dans le fond, cette complexité-là, si on va dans un sous-niveau, ben, admettons qu'on prend, vous voyez ici dans l'avant-projet, je vous ai écrit dossier de présentation stratégique. Ben, si on prend, admettons, la prochaine diapo, dans un dossier de présentation stratégique, selon les bonnes pratiques, ben, on doit avoir, admettons, une identification des besoins, des parties prenantes, une compilation des données sur la situation existante, une identification des bénéfices attendus, bon, des ordres de grandeur budgétaires, l'identification des sources de financement, comme on vient de mentionner, une identification des risques préliminaires, une évaluation de la complexité des échéanciers préliminaires, en quoi le projet aussi vient appuyer la vision stratégique. Donc, vous voyez que chacun, justement, des documents contient finalement plusieurs requis. Donc, tout ça, c'est important. C'est une façon aussi de bien contrôler les risques, d'avoir l'ensemble de la documentation bien complétée, puis aussi qu'on soit en mesure, comme je vous dis, de bien retrouver ces documents-là, puis d'avoir une structure documentaire associée. Monsieur le Président, Oh, M. Eugène. ça prend combien de personnes pour faire ça? Beaucoup. C'est, puis tu sais, c'est pas toujours fait à l'interne non plus. Parfois, ça peut être fait aussi à l'externe. On va le voir un petit peu plus loin en fonction des modes de réalisation des projets. Fait qu'il y a certains éléments qui peuvent être faits à l'interne ou à l'externe. Mais tu sais, je vous dirais que les personnes qui travaillent là-dessus, c'est des centaines de personnes, là. C'est une culture aussi. Je pense que ça s'intègre déjà au personnel où ça doit s'intégrer aussi au personnel. Madame Laure Le Tartelavoie. Merci, Monsieur le Président. Dans les différentes phases, entre la planification puis le bilan, là, dans le bilan, on voit la reddition de compte. Mais est-ce que vous comptez justement une mise à jour tout au long, puis une reddition de compte aussi auprès des élus? C'est un peu ça aussi l'enjeu, là, de dire, ben, au fur et à mesure qu'on avance, c'est quoi là, qui bouge, puis comment que là, on se positionne par rapport à ces changements-là? Exact. En fait, dans un projet d'envergure, tu sais, il y a certains critères qui vont faire qu'un projet va coter comme projet d'envergure. Tu sais, qu'on regarde, admettons, un budget, la complexité au niveau transversal, tu sais, le nombre de services municipaux impliqués, le nombre de personnes, par exemple, qui peuvent être impliquées aussi, le niveau de risque. Donc, les projets d'envergure ont une structure de gouvernance qui leur est propre. Puis, normalement, quand on chemine de phase en phase, au niveau de la gouvernance, on devrait avoir un comité qui approuve. On sait où est-ce qu'on est rendu au niveau des indicateurs, coût, qualité, délai. On sait, admettons, qu'il n'y aura pas de changement ou qu'il y a certains changements, certains enjeux. On regarde les risques aussi. On regarde où est-ce qu'on en est. On approuve, on passe au jalon suivant. Mais vous parlez pour chaque étape un comité administratif? Oui, mais il peut y avoir aussi un passage devant les élus. Là, c'est tout dépendant, en fait, de la structure de gouvernance qu'on veut. Puis les projets d'envergure, on s'entend que c'est des projets très, très, très importants. Donc, c'est important d'avoir justement là, l'avis des différentes parties prenantes. Et M. Jutra, sur le bilan de projet, là, on a la reddition de compte, là, comme on parlait un petit peu plus tôt. Mais ce ne serait pas important d'avoir dans la phase finale une délégation du suivi des objectifs et des bénéfices plutôt. Parce que bien des fois, vous fermez un contrat, un projet, puis celui-ci devait générer des revenus, des économies, ces choses-là. Est-ce que faut déterminer, moi, selon moi, à la fin du bilan du projet, il faut déterminer un processus que dans 4 ans ou dans 5 ans, on va mesurer si l'atteinte des objectifs a été rendue. Des fois, ça peut être assez interprétant. Présentement, on visite des sociétés de transport pour regarder des projets structurants, puis ceux-ci nous disent ben, il y a un bénéfice aussi sur le rôle d'évaluation de certaines propriétés à proximité. Je pense dans l'histoire de Sherbrooke, on a des suivis de certains projets, mais les projets porteurs ne sont pas tous identifiés. Il n'y a pas un suivi cohérent. Ben, c'est un point qui est extrêmement pertinent. Puis c'est exactement à ça que ça sert finalement un bilan de projet. Normalement, on devrait réunir les équipes, puis non seulement évaluer le fonctionnement interne des équipes en termes de satisfaction, puis de soutien, puis de fonctionnement, mais aussi au niveau externe, au niveau des indicateurs, au niveau des revenus, si ça faisait partie de nos objectifs au départ, mais de voir dans quelle mesure on a atteint nos cibles. Puis de voir aussi, là, c'est ça, toutes les leçons apprises qu'on a eues, puis que ce soit évidemment archivé aussi pour qu'on puisse le ressortir si jamais on a d'autres projets qui sont comparables ou justement, il y a certains risques aussi qui sont inclus dans le bilan de projet avec justement la façon dont on a atténué ou transféré ou évité ces risques-là.
Donc, c'est comme si on veut notre historique pour ne pas répéter les mêmes erreurs, le bilan de projet. Donc, c'est extrêmement important. Est-ce que ça répond à votre question? Ça répond à ma question, puis je pense qu'on va s'assurer que dans le bilan qu'on va amener, ça soit bien identifié. Puis, il y a un aspect politique. Le politique, on est bon pour, excusez-moi, là, amener certaines controverses lors de la réalisation, mais après ça, le bilan, c'est une responsabilité, selon moi, politique aussi, là, de s'assurer que le mesurable soit fait. Là. Merci. Monsieur le Président, Oui, excusez-moi. c'est pas la première fois que je vous entends le demander. Hein, depuis que je suis élu, depuis 6 ans, j'entends le mot payback de votre bouche. C'est quoi le payback? C'est quoi que ça rapporte? C'est quoi les bienfaits et tout ça? Et puis souvent, les citoyens ne sont pas au courant de ça ou ils l'entendent pas, ça. Et ça pourrait faire la différence au niveau de l'acceptabilité sociale à moyen et long terme. Tu sais, parce qu'on parle souvent de l'acceptabilité sociale au début d'un projet et les prévisions. Mhm. Mais quand on entend parler du payback après, ben, ça peut être intéressant là, de l'avoir vraiment noir sur blanc écrit là, puis qu'on l'aille. Merci. C'est aussi un excellent point. Puis, tu sais, la notion de bilan de projet que je viens d'expliquer aussi, on peut adjoindre, admettons, aussi certaines évaluations, comme je disais, du fonctionnement des équipes pour nous améliorer au niveau de notre performance, mais aussi d'avoir des formulaires qui s'adressent aux clients de ce projet-là. Puis, justement, on va aller voir est-ce qu'on vous a bien communiqué les choses, est-ce que vous êtes satisfait du livrable, qu'il y a une dimension aussi de gestion de qualité, pas seulement de bilan de projet dans un cadre de gestion de projet. Merci. Donc, ensuite, je vais vous présenter, il y a beaucoup, beaucoup de bonnes pratiques qui peuvent aider justement si on veut atténuer certains risques présents en projet de construction. J'en ai sélectionné des principales parce il y en a plus d'une trentaine. Mais si on parle, par exemple, de la définition des besoins puis de la planification de projet au départ, dès le lancement du projet, normalement, les besoins fonctionnels et techniques puis les contraintes relatives au projet doivent être colligés dans une fiche de projet, qui est une bonne pratique. Si on ne fait pas ça, dans le cas contraire, des changements tardifs peuvent avoir des impacts négatifs majeurs sur les coûts, sur l'échéancier, provoquer des conflits entre les parties prenantes, puis même engendrer des réclamations. Donc, vous voyez ce qu'on pourrait faire, par exemple, pour diminuer le risque associé à cet élément-là. Ben, c'est parfois faire réaliser des études d'avant-projet préparatoires appropriées. Ça permet de mieux définir justement nos besoins fonctionnels et techniques. Comme Quand des j'ai études. vu ça, M. Jutra, j'ai pensé tout de suite au troisième lien aujourd'hui. C'est un bon exemple. Très bon exemple d'actualité. De prévoir des durées suffisantes des fois pour la définition des besoins. C'est important parfois de prendre un petit peu plus de temps, mais le payback, justement, est là. Déterminer les objectifs de projet en s'assurant d'un alignement avec les orientations stratégiques. On revient un petit peu à nos critères de priorisation là, qu'on vous avait présentés au mois de décembre. Identifier l'ensemble des parties prenantes concernées dès le départ d'un plan, faire une estimation des coûts associés à la main-d'œuvre ou des itérations, là, c'est, admettons, plusieurs cycles, si on veut, où est-ce qu'on retourne avec les parties prenantes pour être certain qu'on a nos besoins finaux. Donc, ça, vous voyez, c'est, admettons, comment je peux dire, des interventions, des façons de faire qui peuvent nous aider à diminuer le risque, qui est associé, par exemple, avec la définition des besoins puis la planification du projet. Pour les gens qui ont eu la même question que moi, c'est méthode de résolution d'une équation par approximation successive. Exact. La définition. Et pour monsieur et madame tout le monde, c'est quoi? Je peux vous le vulgariser un petit peu. En fait, si, admettons, on a des besoins de départ, puis qu'on voit que ça a besoin d'être affiné, on va retourner auprès du client. Là, on va reparler, on va raffiner nos besoins, on va revenir, on va travailler sur le projet. Là, on voit des fois qu'on a besoin encore de raffinement, on retourne. Ça, c'est des cycles itératifs. Donc, c'est ça une itération, c'est un va-et-vient dans une optique finalement de bonifier le projet ou de raffiner nos besoins. Merci. Donc, le point numéro 2, j'ai sélectionné les études d'avant-projet, études préparatoires. C'est un point important aussi. C'est des études qui permettent de clarifier des besoins, de préciser un budget global, d'ajuster l'échéancier maître, puis de mieux définir puis évaluer les risques.
S'ils sont insuffisantes, ces études-là, souvent, ça peut occasionner justement des mauvaises surprises là, pendant la conception, la construction, puis avoir des répercussions négatives, vous le devinerez, sur les coûts, les échéanciers, augmenter encore une fois un risque de réclamation. Ce qu'on peut faire, par exemple, dans les bonnes pratiques pour diminuer ce risque-là, c'est de considérer un accompagnement pour conseiller sur les études préparatoires, de prévoir un budget adéquat pour ces études-là aussi, prévoir une durée suffisante, déterminer un niveau d'investigation requis aussi pour les conditions existantes en fonction, là, c'est ça, de l'impact potentiel sur l'échéancier puis les coûts. Parce que parfois, admettons, on l'a cet exemple-là, on peut arriver sur un sol, admettons qu'on ne s'attendait pas, qui ait ces caractéristiques-là, puis là, oups, on est obligé de réévaluer. Mais des fois, il y a peut-être une étude préliminaire qui pourrait nous permettre euh, de se rendre compte finalement de ce risque-là, puis de déjà agir en amont. Évidemment, on doit parler du budget global de projet, c'est un incontournable. Donc, l'établissement d'un budget global dès le début d'un projet, c'est important parce que ça va permettre c'est ça, de valider le dossier d'affaires, de boucler le financement. Il va être révisé aussi de manière itérative, encore une fois, là, donc des cycles successifs au fil des jalons, exactement, Madame Le Lavoie, comme on disait au départ. Et il y a plusieurs évaluations qui sont possibles. Il y a des classes, en fait, d'évaluation. Celle qui est utilisée dans la réalisation du PTI, je vous l'ai mis ici, c'est celle de l'Association for the Advancement of Cost Engineering. Donc, on a 5 classes. Juste pour vous situer, là, on va de la classe 5 à la classe 1. Donc, c'est d'un niveau de précision qui est moindre jusqu'à un niveau de précision qui est très, très grand. Donc, si vous voyez la classe 5, on parle d'examen de concept, de modèle paramétrique, jugement ou analogie. Quand on parle de ces termes-là, en fait, en analogie, c'est qu'on regarde un projet similaire qu'il y a déjà eu, puis on transfère finalement à un projet actuel qu'on veut faire. Donc, en termes de main-d'œuvre, en termes de budget, tout ça, ça nous donne une idée approximative. Quand on parle de modèle paramétrique, c'est similaire. C'est qu'on prend, par exemple, un projet qui peut aussi être similaire, mais par exemple, qui va être la moitié du projet original. Fait qu'en fait, on fait aller finalement des calculs pour diminuer, si on veut, le budget à peu près de moitié, la capacité. Ça nous donne une idée, finalement, dans un projet qui n'est pas de la même envergure, en quoi ça va avoir finalement quels vont être les coûts, quels vont être les besoins main-d'œuvre, quels vont être les échéanciers et les efforts qu'on va devoir investir. Donc, des modèles paramétriques, c'est plus au niveau des estimations, puis par analogie aussi. Tandis que plus qu'on se rapproche de la classe 1, si on voit la classe 4, on peut avoir des études de faisabilité. Classe 3, bon, on est encore plus précis. Classe 2, ça peut être des soumissions. Puis classe 1, une vérification même de l'estimation ou de l'appel d'offres. Donc, vous voyez qu'on raffine. Donc, cette diapositive-là, Oui, j'avoue que j'ai pas super bien compris les classes. Là, vous venez un peu de les expliquer. Est-ce que les projets passent par toutes ces étapes-là? Ils commencent plus larges, ou bien, dépendamment des projets, il y en a qui sont classés de 5 à 1. exact, tout dépendant des Ça dépend projets. OK. Oui. Puis les classes vous déterminent le niveau de détail puis de précision dans lequel vous rentrez. Et ça, c'est déterminé par des critères précis selon Oui, les exact. trucs, les balises déjà établies, là. Oui, ben, on peut regarder, si vous voulez, le tableau à la diapo suivante. Puis, tu sais, ils vont nous donner, admettons, en fonction des classes, le niveau de définition du projet, puis, admettons, une précision attendue. Tu sais, on peut regarder, admettons, au niveau de la classe 5, quand on regarde la précision attendue, il y a une marge d'erreur qui est beaucoup plus grande, par exemple, au niveau des budgets, versus la classe 1, qu'on est tellement allé vérifier dans le détail. Tu sais, on a des vérifications sur des appels d'offres, par exemple. Donc, là, on sait qu'on va avoir, admettons, des coûts beaucoup plus précis. Donc, dans certains projets, ça pourrait être intéressant, justement, d'investir plus d'efforts pour avoir une évaluation beaucoup plus précise. Ça répondait à votre question? Ben, en fait, je me demandais, tu sais, des fois, on nous arrive avec certains projets, on hésite, on n'est pas sûr, on dit, hey, il me semble qu'il y a un gros impact financier. Est-ce que à ce moment-là, on pourrait demander il est dans quelle classe, puis on veut qu'il soit dans une classe plus précise, ou ça ne répondrait pas à cette préoccupation-là qu'on peut avoir?
En fait, je vous dirais, c'est un des enjeux qu'on a identifié au niveau de la préparation du plan triennal d'immobilisation. Parce que ça arrive qu'on dépose des projets à une classe d'estimation qui est vraiment au niveau 5 concept. Puis après ça, on est surpris d'un dépassement de coût. Mais en fait, ça prendrait vraiment une classe 3 avant de faire passer le projet parce qu'à ce moment-là, on a plus d'informations. Fait que ça arrive vraiment qu'il y a des projets qui sont proposés, puis souvent, c'est pour répondre à un besoin qui vient d'arriver ponctuellement. On dépose une enveloppe, mais on ne revient jamais sur ce budget-là. Puis on reste un peu surpris à savoir l'ampleur Mhm. des coûts. Fait que c'est peut-être là que dans notre processus budgétaire, il faudrait peut-être prévoir que oui, ça, c'est une intention du conseil municipal, parce que le service travaille sur le projet, mais de permettre de revenir probablement l'année d'après, quand que les études préliminaires sont faites, sont identifiées avec un budget plus formel. Comment ça pourrait se faire, ça, avec un astérisque, avec un. C'est quoi qu'on fait à ce moment-là? Ben, moi, je vous dirais, c'est ça, c'est que peut-être que permettre des frais d'honoraires dans une étape 1 pour Ouais. préciser le projet, pour préciser les éléments qui ont un risque associé. On a juste à parler en passé bâtiment. Si on n'a pas fait les études pour savoir s'il y a de l'amiante, puis on sait que ça a un gros impact sur le coût d'un projet, ben, on pourrait en amont vous proposer, ben, on aimerait avoir 100 000 pour faire les études préliminaires, puis on vous revient au Ouais. PTI de l'année prochaine, mais ça revient quand même que c'est plus difficile de livrer des projets rapidement si on y va dans ce modèle-là, mais je pense que ça serait une belle façon de contrôler nos coûts, là. Madame Pierre. Moi, je pense que le calendrier ou plutôt les étapes qui sont amenées là sont très administratives et très des services. Mais moi, dans notre projet de construction qu'on va diffuser au conseil municipal, ça serait intéressant d'avoir un processus politique, à savoir c'est quand vous vous présentez, c'est quand qui va au CE, c'est quand qui va au conseil municipal, tu sais, d'avoir peut-être une colonne additionnelle ou avoir un tableau distinct pour bien séparer les processus administratifs et les processus politiques, pour laisser le champ d'intervention à chacun et pour pas que le politique s'ingère dans l'administration et l'inverse aussi. Là, il y a des décisions qui sont très porteuses du point de vue politique. C'est de déterminer le champ de compétences d'intervention de chacun pour s'assurer d'un bon fonctionnement, surtout quand on arrive avec des projets qui sont plus sensibles. Merci. Donc, en parlant du budget aussi, j'ai regardé un petit peu l'estimation du coût des travaux. Comme vous savez, une bonne estimation, évidemment, l'estimation doit être aussi regardée de façon itérative tout au long du projet. Mais au départ, on devrait regarder plusieurs éléments, là, surtout en lien avec les travaux de construction, en lien avec les projets de construction. Donc, il y a des éléments, justement, sans rentrer dans tous les détails, qui touchent les travaux de construction, donc des superficies brutes, les superstructures, la chaufferie, bon, tous les éléments finalement en lien avec ça. Des coûts de construction, des frais administratifs contingents, évidemment, qui doivent faire partie d'une bonne estimation de départ. Tout ce qui touche le mobilier, les équipements non fixes ou spécialisés, les transactions immobilières, des coûts d'opération, puis aussi d'avoir une réserve de risque. Donc, c'est des éléments qui sont importants à incorporer dans nos estimations du coût des travaux. On doit souvent impliquer directement des experts là, dans les estimations des coûts et des échéanciers de projet. Ça, c'est très important pour avoir une bonne idée, puis justement être capable d'être souple, puis de le réévaluer à plusieurs moments tout au long du projet. Donc, ça, c'était mon point juste ensuite. L'estimation, évidemment, varie toujours en cours de projet. On la réalise de façon itérative, donc par plusieurs cycles. Ce qui est requis pour une bonne estimation, ben, un bon document qui explique bien les besoins et les exigences du projet. Le support de la direction aussi qui est très important, connaissance de la disponibilité des ressources, assez de temps encore une fois pour bâtir une estimation précise, puis un processus d'estimation bien défini, donc basé sur les bonnes pratiques. Avec un bon niveau d'effort, parce qu'évidemment, on ne mettra pas le même niveau d'effort dans un projet de plus petite envergure versus un projet de construction qui est souvent un projet de grande envergure. Puis, donc, de façon générale, le processus devrait être vraiment répétitif, prévisible, uniformisé en fonction des types de projets, ça c'est important, puis amélioré au fil du temps par les leçons qu'on apprend.
Donc, une autre bonne pratique, évidemment, bon, le contrôle des coûts, les indicateurs. Un objectif qui est important pour chaque projet de construction, c'est de minimiser les coûts, évidemment, tout en respectant l'étendue des travaux, l'échéancier puis le niveau de qualité désiré. Chaque projet présente justement une excellente occasion d'apprentissage pour les organisations. Donc, l'objectif, c'est de structurer, de colliger les principaux indicateurs de performance, les connaissances et les leçons apprises dans une banque de données centralisée pour qu'on s'améliore pour les projets futurs. Président? Ce bout-là, je trouve ça intéressant d'avoir une base de données avec centralisée là, pour, dans le fond, les bonnes pratiques, les bons coups. Comment la rendre. Tu sais, ça, c'est le genre d'affaire qu'au début, c'est super cool. Le monde, y rentre les trucs, puis là, après ça, à un moment donné, ça meurt un peu, puis il n'y a personne qui va le consulter. Comment s'assurer que ça soit dans la pratique, que les gens y aillent? Est-ce que c'est de le partager aux élus pour que nous, on puisse le questionner pour s'assurer que les gens ils le consultent? Ah, est-ce que vous avez, dans ce projet-là, cette bonne pratique-là est appliquée? Tu sais, comment s'assurer que ça soit vraiment utilisé? On parle plus du bilan de projet, admettons des leçons prises ou des indicateurs? Ben, dans le fond, dans la banque de données centralisée sur les bonnes pratiques. C'est ce qu'on a finalement archivé de tous les bilans de projet des projets qu'on a eus. Normalement, en fait, on a un conseiller, par exemple, à la direction générale, qui est responsable de la gestion de projet puis d'archiver les bilans de projet. Donc, à ce moment-là, quand il y a un projet qui est lancé, ben, lui, il peut être en mesure d'aller justement rechercher dans cette banque-là, puis de participer justement à l'avant-projet, puis à la planification des travaux, puis tout ça, pour s'assurer finalement que les chargés de projet ou les personnes responsables du nouveau projet soient bien au courant de tout ce qui s'est passé au préalable. Fait que ça serait comme la liaison qui serait faite là, par le. Exact. C'est une bonne solution, en fait. Puis au niveau des indicateurs, ben, c'est sûr, les tableaux de bord, c'est de les rendre vivants et de les utiliser dans les comités, là, justement, dans les structures de gouvernance. On a des comités de pilotage, on a des comités de direction dans certains projets. Ben, c'est d'utiliser justement ces indicateurs-là à chaque rencontre, finalement, pour vraiment s'assurer de la progression, de l'état de progression du projet. Merci. Un autre point très important pour poursuivre, c'est l'échéancier maître de projet puis l'échéancier de construction. Un échéancier maître de projet comprend finalement l'échéancier de construction, c'est quelque chose à plus haut niveau, c'est qui va comprendre justement les différentes étapes par rapport à tous les jalons du projet de construction. Donc, il présente à haut niveau les grandes activités du projet, les interrelations, ce qu'on appelle aussi parfois les dépendances. Donc, il y a certaines tâches qu'on peut faire avant d'autres. Donc, tout cet échéancier maître de projet-là va présenter ça, les contraintes, les dates jalons à respecter. Puis, on devrait avoir un échéancier de construction qui détaille aussi les activités de la phase de construction, qui est représenté à haut niveau. Dans l'échéancier maître, là, comme je vous disais, il est imbriqué dedans. Puis, tout ça, c'est important pour la réalisation vraiment efficiente d'un projet. On a parlé au départ des modes de réalisation. Ça aussi, c'est une façon de contrôler les risques, si on veut. Lors de la phase justement de planification d'un projet, la sélection du mode de réalisation, c'est une décision stratégique. Ça influe vraiment sur la maximisation en fait des avantages du projet. Donc, je vous ai mis juste un schéma ici pour vous montrer que on a différents modes de réalisation, puis chacun implique un niveau de risque, puis un engagement du fournisseur qui est différent. Donc, si vous voyez en bas, on a un mode en gérance où est-ce qu'on fait en fait là, les différents plans de vie pour différents lots de travail. Ça représente un niveau d'engagement du fournisseur qui est moindre puis un niveau de risque. Jusqu'au mode PPP, là en haut, vous voyez où est-ce qu'on a conception, construction, entretien, exploitation, financement par le fournisseur. Donc, en fonction justement de l'évaluation qui est faite à l'interne, ben, on peut utiliser différents modes de réalisation pour être en mesure de justement minimiser le risque au niveau municipal. Est-ce qu'il y a une évaluation qui était faite, celui qui était moins à risque dans tous ces concepts de construction-là? Ça dépend du projet, ça dépend des compétences, ça dépend, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs variables. Mais en fait, l'évaluation de départ va permettre de déterminer c'est quoi le mode de réalisation, si on veut, le moins risqué, puis ce vers quoi on veut aller. C'est vraiment tout dépendant du projet puis des données qu'on a au départ. Merci. Un élément très, très important, la gestion des changements.
Tous les projets, évidemment, vous savez, font l'objet de changements. Hein, c'est pas nouveau. Le processus de gestion des changements qui est défini dans un contrat devrait avoir pour but de permettre aux parties de gérer les changements le plus efficacement possible. Plus les changements sont tardifs, j'ai vu ça, je vous l'ai mis ici, là, plus l'impact sur les coûts est important. Donc, d'où l'importance dès le départ d'avoir une bonne structure, d'être bien accompagné. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, en lien avec ça, ça serait de documenter en détail dans un format facile, à consulter l'avancement du projet, les causes des changements, les dates des événements, puis toute autre information pertinente pour faciliter un processus de gestion de changement. Donc, comme vous voyez, ça ressemble finalement à ce qu'on fait dans un bilan de projet, mais on inclut un volet changement aussi. Pour de ce qui est de documenter, Jean-François, si on revient à Oui, la précédente, juste pour que je me replace. Documenter en détail et dans un format facile à consulter. Dans le fond, ça, c'est les élus qui auraient accès à ça. Là. Ça serait intéressant que les élus aient accès à ça. Ou le comité politico-administratif dont on parlait tout à l'heure, qu'on puisse arrimer les deux. Là. Parce que c'est là où on commence à avoir une mainmise, là, vraiment. Là. Oh, votre micro. Ton micro, Paul, je pense qu'il n'est pas allumé. Oui, il est allumé. Ouais. Oui, excuse-moi, je parlais moins fort peut-être. Mais ben, oui. Et moi, je reviens à tout à l'heure, qu'est-ce que je mentionnais? Là? Il faudrait peut-être avoir un tableau en lien avec la démarche administrative qui est très bien expliquée, puis la démarche aussi politique, à savoir c'est quand il y a des feux rouges ou des feux verts qui s'allument en lien. Puis oui, l'accès à l'information, d'avoir un processus sur le questionnement public qu'il peut y avoir sans avoir à interpeller toutes les fois l'administration ou la gérance du projet. Ce sera dans les choses qu'on pourrait bonifier sur la présentation. Et Mme Boutin? Juste mentionner, au niveau de la reddition de compte, aussitôt qu'il y a un dépassement de coût de plus que 10 les services sont obligés de passer par sommaire décisionnel. Mais ce qui n'est pas évident pour vous, puis j'en conviens, c'est que c'est fait à la pièce. C'est que vous n'avez pas l'image globale. Fait que je pense que ça ne serait pas pertinent de suivre tous les projets parce qu'il y en a plusieurs, mais identifier lesquels sont structurants puis les suivre avec des indicateurs coût, qualité, délai. Je pense que ce serait quelque chose qui serait très pertinent au niveau tant de la direction générale qu'au niveau politique. Là. On s'entend là-dessus. Mm-hmm. Donc, on arrive à la gestion des risques, qui est un peu en complémentarité justement avec la présentation que vous avez eue la dernière commission, pas la semaine dernière. Mais là, on parle plus vraiment de la gestion des risques dans un contexte de projet. Donc, une analyse de risque puis le plan de gestion des risques assure une répartition optimale de ceux-ci entre les parties prenantes de manière à maximiser les avantages, notamment en termes de coûts puis d'échéanciers de projet. La répartition optimale des risques peut être la fondation de bonnes relations de travail entre les parties aussi. Mais en fait, ce qui est important, c'est vraiment de considérer les risques qui découlent du choix du mode de réalisation du projet, comme on a parlé tout à l'heure, d'effectuer une analyse qualitative des risques. Donc, l'analyse probabilité-impact, c'est la plus simple. Ce qu'on veut faire, en fait, une des façons de faire, en fait, en projet, c'est qu'on se réunit en équipe, on fait un brainstorm, puis on sort, admettons, les différents risques en fonction des différents domaines qui sont possibles. On va les voir un petit peu plus loin. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde justement cette analyse qualitative-là. C'est quoi la probabilité que chacun des risques se produise? Normalement, on utilise une échelle de 1 à 5 qui va, par exemple, d'une probabilité qui est nulle à une probabilité, je ne sais pas, au niveau d'une fréquence quotidienne. C'est quelque chose qui va arriver plusieurs fois par jour. Donc, on regarde chacun des risques, on cote une probabilité, puis on cote aussi un impact. Donc, est-ce que ça peut se produire plusieurs fois par jour, mais l'impact est à 1, donc nul? Ou 5, élevé, ça peut aller jusqu'à, admettons, un surcoût de tant de pourcentage, une prolongation des échéanciers de temps ou même je dis des blessures graves sur du personnel. Vous voyez, on va regarder différentes dimensions, mais l'impact est élevé. Donc, une fois qu'on multiplie ces éléments-là ensemble, ça nous donne un indice de criticité. Donc, ça va prioriser les risques, puis ça va nous dire sur lesquels on doit agir, parce qu'évidemment, on ne peut pas agir sur tous les risques dans un projet. Donc, cette analyse qualitative-là est très importante.
C'est la base dans tout projet. On va le faire différemment. Des fois, en grande envergure, on est beaucoup plus strict parce que justement, il y a beaucoup plus de dommages quand il se produit un risque. Mais donc, ça, c'est adapté en fonction justement de l'envergure de projet. Puis on peut regarder d'autres critères, je ne les ai pas mis là, mais on peut faire là, justement une analyse probabilité impact, puis d'autres critères aussi au besoin. Ensuite, comme je viens de vous expliquer, on réalise la sélection des risques les plus importants. Puis là, on peut faire une analyse quantitative. Je ne crois pas que ça s'applique à tous les types de projets non plus, mais dans le cas des projets de construction, c'est important de savoir ce risque-là. Combien il peut nous coûter au niveau financier. Donc, il y a certaines analyses qu'on peut faire, puis de voir en place les mesures qu'on va mettre pour justement atténuer, transférer, éviter ce risque-là, combien il coûte, puis voir au bout de la ligne, finalement, la meilleure solution pour adresser ce risque-là. Puis c'est avec cette méthode-là, finalement, qu'on va se déterminer une réserve de coût, une réserve de temps pour justement mener à bien notre projet. Parler de déterminer une réserve de coûts et de temps en fonction de l'analyse des risques. Oui. Il y a deux façons, selon moi, de le voir. Mm-hmm. Soit par projet, ou avoir une banque centrale qu'on pourrait gérer les dépassements de coûts. Parce que c'est sûr que si on le fait par projet, indirectement, ça va créer une inflation sur l'ensemble des projets. Et ça va banaliser la perception personnelle, certains dépassements de coûts. À partir du moment, si c'est vraiment une enveloppe centrale avec une agilité qui est déterminée, il me semble que ça va responsabiliser les gens encore plus de respecter leurs budgets initiaux, puis de direction des services d'avoir eux aussi un contrôle sur une enveloppe potentielle pour les dépassements de coûts qui pourraient être rassemblés pour des excédents majeurs dans certains projets. Parce que c'est sûr, c'est à partir du moment qu'on met en place ce genre de processus, les coûts de l'immobilisation augmentent d'environ 20 ou 25 %. On va créer une inflation substantielle dans l'ensemble des postes budgétaires. Non? Ben, en fait, ce que je pourrais vous dire, M. Deneau, c'est faut voir les dépassements de coûts, je pense, de plusieurs axes, parce que des dépassements de coûts en fonction d'un changement de portée en cours de route qui peuvent être très justifiés parce qu'on se rend compte qu'en étudiant le projet davantage, ben, il y a peut-être un temps qu'ailleurs que ça vaudrait la peine de le faire. Il y a des dépassements de coûts qui sont dus vraiment à des conditions inhérentes qui étaient cachées. Souvent, ça arrive dans les conditions du sol. Il y a plusieurs sources de modifications au projet qui peuvent arriver. Puis, de le voir dans une grosse enveloppe, je ne sais pas si c'est pertinent parce que c'est vraiment propre à un projet. Puis c'est là-dedans, je pense qu'il faut faire le bilan du projet parce que c'est vraiment ponctuel. C'est pas parce que ça arrive. Il y a tout le temps une belle histoire en arrière de dépassement de coûts pour chacun des projets. Mais c'est cette reddition de compte-là, je pense, qu'il doit être faite, puis qu'il y a des leçons soient apprises à travers un bilan de projet davantage que de prévoir une grosse enveloppe au cas où. Là. Moi, j'ajouterais peut-être aussi que justement, si c'est une enveloppe, ça pourrait peut-être minimiser le travail qui serait fait justement dans l'évaluation des risques de chacun des projets parce que, tu sais, les gens pourraient peut-être dire, ben, tu sais, de toute façon, si ça ne marche pas, Ouais. on a une enveloppe corporative. Alors, je comprenais votre point sur l'imputabilité, mais je pense qu'on peut le voir aussi à l'inverse, c'est-à-dire ça pourrait rendre moins imputable certaines personnes de faire certaines étapes qui sont critiques justement dans l'évaluation de tout ce qui doit être pris en compte là, au niveau d'un projet. Mm-hmm. Je suis d'accord. Parce qu'en fait, le niveau de risque va varier en fonction, c'est ça, du projet. On va souvent, dans des projets d'envergure, quand on veut avoir une bonne idée, une bonne analyse de risque, on va faire ce qu'on appelle des simulations de Monte-Carlo. Fait qu'on va rentrer des paramètres précis du projet, puis après ça, il y a un modèle probabiliste finalement qui va faire sortir la probabilité que pour ce projet-là, ce risque-là arrive. Puis c'est en fonction de ça qu'on va prévoir finalement le budget adéquat là, justement pour venir tamponner ça. Je tarte la voix. Mais c'est parce que je pense que
il faut être réaliste qu'on sait il va y avoir tout le temps des imprévus, puis ça va arriver encore des surplus, puis des dépassements de coûts. Je pense que c'est surtout de pouvoir avoir un suivi, une reddition de compte, qu'on prenne des décisions éclairées. Donc, quand on nous présente, par exemple, là, comme Guylaine, Madame Boutin, vous me faisiez mention que quand on présente un projet puis qu'on est à la classe 5, par exemple, puis là, après ça, il y a des fortes probabilités que les coûts changent, ben, c'est que les élus en soient conscients que, OK, là, vous prenez cette décision-là, mais dans la gestion de risque, il y a forte probabilité qu'il y ait des nouveaux coûts. Au moins, c'est comme en toute connaissance de cause, on prend la décision. Je pense que c'est ça le plus important parce qu'il va en avoir encore. Là. Oui. Madame Pierre? Mais j'ajouterais, puis je ferais peut-être du pouce sur votre idée, M. Deneau. En fait, n'empêche pas d'avoir l'autre. En ce sens que peut-être que financièrement, globalement pour la ville, oui, on devrait peut-être avoir des marges de manœuvre qui nous permettent de supporter ou qu'on anticipe certains dépassements de coûts de manière globalement. Mais je pense que ça demeure, donc je pense qu'il faut peut-être réfléchir à avoir les deux niveaux, c'est-à-dire qu'il faut faire attention de ne pas avoir des sous réservés en surcontingence. Mais on sait très bien que même si les gens estiment le risque, évaluent dans un projet une contingence, ben, parfois, il y a des dépassements de coûts. Et là, peut-être qu'il y a lieu de prévoir une enveloppe corporative pour pallier à ça, comme vous le proposiez. Parce que annuellement, en projet d'immobilisation, les villes comme Sherbrooke, pour l'année 2023, comment en argent de projet d'immobilisation? On a adopté un budget d'immobilisation de 90 millions par ville, à part les tiers. Dire que si on a des frais de contingence ou de dépassement de coûts d'environ 18 ou 19 ça oscille autour de 15 millions de réserves. C'est quand même substantiel. Donc, d'arriver avec une gestion plus innovatrice, je pense qu'il peut y avoir un gain d'efficacité aussi. Là. Ben, en fait aussi, ce qu'on pourrait faire, c'est uniformiser aussi le niveau de contingence en fonction justement de la précision de l'estimation. Puis, sachant, mettons que certains projets, avec le niveau de définition où on en est, ça peut varier jusqu'à 50 ou 100 du coût. Ben, c'est peut-être ce surplus-là qu'on pourrait mettre en réserve pour faire du pouce sur ce que vous mentionnez. OK. Pour poursuivre au niveau de la gestion des risques, je ne rentrerai pas dans tout le détail, mais c'est juste pour vous montrer, admettons, les familles de risques en lien avec les projets de construction, communément admises, en fait. On regarde souvent au niveau de la planification, il peut y avoir des risques qui vont toucher, par exemple, la portée du projet, des approbations stratégiques, la gouvernance du projet. Là, je vous donne un exemple ici, admettons un changement, le troisième, si vous regardez, changement à la gouvernance du projet. Donc ça peut être des risques qui vont venir impacter justement nos coûts, qui vont venir impacter nos échéanciers. Donc, ce qui est important, c'est de considérer quand on fait un exercice justement pour finalement faire comme un genre de remue-ménage, comme je vous expliquais tout à l'heure, pour sortir les grands risques qui peuvent nous toucher dans un projet de construction. Mais on devrait considérer ces 9 sphères-là. Donc, planification, contexte social. Donc, il peut y avoir des risques qui touchent l'adhésion des parties prenantes. Vous voyez, l'opposition du public, des contestations judiciaires. Même, ça peut aller jusqu'en politique réglementation, des nouvelles élections. Ça peut mettre en péril certains projets. Donc, adhésion des parties prenantes, politique et réglementation, des relations de travail, des risques relatifs au site, on en a parlé un petit peu, au niveau, par exemple, de l'expropriation, de la géotechnique des sols contaminés. Ça peut être un risque aussi sur lequel on peut tomber. Sinon, au niveau de l'environnement, donc tout ce qui touche les écosystèmes, la santé publique, des impacts environnementaux, des risques plus relatifs à la conception du projet de construction, donc des modifications, vous voyez, là, importantes à la portée par l'autorité publique ou encore par des causes externes à l'autorité publique, des modifications à l'identification des besoins. Il peut y avoir des risques aussi relatifs aux livrables, aux appels d'offres, à certains retards. Je ne rentre pas, admettons, dans le détail de chacun d'eux parce que... Je pense qu'il y a un élément fort important là, puis on l'a vu dans plusieurs projets, c'est lors de la conception, au point de vue architecte, puis alors qu'on a une enveloppe budgétaire X, puis le projet qui est présenté par, entre autres, l'architecte, au-delà de quelques expériences qui s'acharnent de mettre en place. Puis je pense que si
d'élaborer un système d'imputation à la firme qui, au point de vue architecture, qui met en place un projet. Supposons qu'on a 20 millions de budget, puis le projet initial qui est présenté arrive avec une facture de plus de 30 millions. C'est un petit peu le vécu là, ici sur Wellington. Puis, tu sais, ce genre d'événement-là, c'est d'où l'importance du bilan de projet. D'où l'importance aussi en matière de risque, dans notre outil uniformisé ville, d'où l'importance, par exemple, on va avoir un registre de risque, ben de soit déjà inclure l'ensemble des possibilités. C'est pour favoriser, quand il va y avoir des travaux d'équipe, évidemment, il y a de la formation à faire en termes de planification, en termes de gestion des risques au niveau de la gestion de projet. Mais aussi, si on avait dans notre outil, par exemple, ces éléments-là qui sont déjà là, ben c'est beaucoup plus facile je sais pas moi, de favoriser l'émergence justement là, des risques, puis des mesures de contrôle. Puis ensuite, ben, dans les bilans de projet, on va voir ce qu'on a fait justement par rapport à certains risques dans le passé. Puis c'est la façon, en fait, là, d'opérationnaliser tout ça. Parce que ça, c'est très théorique, mais en incluant ça dans notre outil de gestion de projet, puis en formant, on va être capable justement là, d'améliorer notre performance en matière de gestion des risques, plus précisément dans un contexte de projet de construction. Oui, non, ça va. Avec des risques relatifs à la conception, bon, il y en a relatifs à la construction dans cette phase-là. Fait que là, vous voyez, il y en a plusieurs d'ailleurs au niveau de l'exécution. Fait que ce soit des retards du fournisseur, une surveillance inadéquate des travaux, des délais, des coûts imprévus, une mauvaise qualité de fabrication, une mauvaise compréhension des besoins par les entrepreneurs, par exemple. Là, vous voyez, sans rentrer dans les détails, on a beaucoup de risques à cette étape-là. Il peut y avoir de la modification des travaux, des risques santé-sécurité, évidemment. Puis certains risques relatifs à l'exploitation, l'entretien, réhabilitation, donc dans une phase ultérieure encore de projet. Puis des risques financiers, évidemment, risques de marché, des risques liés aux sources de fonds, puis des risques légaux. Puis on parle de respect des contrats. C'est juste pour vous montrer à quel point c'est vaste, puis à quel point il faut penser à chacun de ces domaines-là quand on veut recenser l'ensemble des risques d'un projet. Puis pour un projet de construction, il y a tellement justement de familles de risques, que c'est d'autant plus important d'essayer d'orienter ça dès le départ en ayant un bon guide, puis en étant capable justement là, de favoriser l'émergence des différents risques. Je voulais juste terminer avec ce petit graphique-là qui est très intéressant. Justement, on parlait là, des contingences. Tout ce que vous pouvez voir, en fait, là, c'est un graphique qui présente les coûts estimés d'un projet, les contingences, puis la réserve pour risque, puis comment ça devrait varier normalement au fil d'un projet. Fait que quand on se déplace de la gauche vers la droite, vous voyez, on passe des différentes phases de projet en bas, là, qui sont le démarrage, planification, conception, construction, exploitation. Bien, notre coût estimé va augmenter peu à peu normalement. Puis les contingences, vous voyez, vont diminuer parce qu'on a souvent la concrétisation de différents risques. Mais on avait prévu le coût. Fait qu'on voit qu'il nous reste, là, c'est en haut, notre réserve pour risque va diminuer, nos contingences aussi. Puis il y a une portion qui est non utilisée pour la réserve de risque quand on fait une bonne planification. Pour les néophytes comme nous, là, que ça semble simple pour vous, ce tableau-là, là, mais DPS, c'est quoi juste? Puis C'est le dossier de présentation stratégique. C'est différent. Dans le fond, c'est qu'il y a certains dossiers. Tu sais, au départ que je vous ai présenté, il y a des documents justement qui rentrent dans la gestion dans les différentes étapes. Puis ces documents-là doivent contenir certains éléments précis. Puis c'est juste qu'on va raffiner l'information qui sont dans ces documents-là au fil des phases de projet. Fait que ça rejoint finalement l'idée que le budget, on va le réévaluer, que les échéanciers, on va réévaluer certains éléments qu'on va raffiner au fil du projet. et DAI encore? DPS, c'est le dossier de présentation stratégique, c'est le dossier d'affaires initial, puis DAF, c'est le dossier d'affaires final, pour montrer justement cette progression-là. Mais c'est juste pour montrer, en fait, la majeure partie des projets, l'évolution du coût des contingences puis de la réserve de risque devrait se faire de cette manière-là. En fait, c'est qu'on a prévu un montant pour ça. Il est arrivé certains risques, ça n'a pas dépassé nos prévisions, puis on voit l'évolution des coûts. Simple à comprendre avec l'explication. Oui. Monsieur Jean? Oui, Jean-François, est-ce qu'on peut revenir au dernier tableau? Oui, absolument.
Merci. La réserve initiale pour risque. Ça, est-ce que c'est présenté au conseil municipal lors du dépôt d'un projet? La portion. Donc, ça, c'est un pourcentage calculé comme ça. Dans chaque- Si on parle des bonnes pratiques, mais les pratiques ne sont pas en place nécessairement de façon uniforme. OK. Fait que, il y a certains projets dans lesquels vous voyez clairement lors du dépôt des fiches BI qu'il y a des niveaux de contingence, mais ne sont pas uniformes à travers l'organisation. Ça fait que c'est un des vecteurs qu'on pourrait y travailler aussi en fonction des risques, les évaluer, puis vous dire, ben, pour ce projet-là, ben, on recommande ce genre de contingence-là. Là. Parce que, tu sais, dans le fond, là, Mhm. moi, c'est ce qui ferait mon affaire avant de prendre une décision. Selon nous, ça va coûter ça, mais on se garde une réserve de 15-20 %. Êtes-vous prêt à aller là? C'est ça, dans le fond, qu'on veut les élus. Êtes-vous prêt à aller là si on se rend là? Bon. Est-ce qu'on prend ce risque-là? Ben, au PTI, chacune des fiches, c'est inscrit quand il y a une contingence de prévu. Oui. On le voit Ben, pas partout. non, ben c'est ça, c'est qu'il n'y en a pas partout. C'est ça. Mais si on se met à mettre des contingences partout, votre 90 millions va faire en sorte que vous allez réaliser moins de projets aussi. Je vous disais tout à Mais l'heure. C'est Prenez par exemple, M. Jean, certains dossiers ont très peu d'impact au point de vue risque. D'acheter 10 voitures de police, tu vas en appel d'offres, puis c'est simple, c'est réglé. Tu n'as pas de risque, il est minime. Là. Tandis que quand tu arrives pour faire un projet d'immobilisation, de construction, je pense que qu'est-ce que dit Mme Boutin, c'est qu'on va l'évaluer selon le risque de chaque catégorie de projet. Il ne faut pas faire ça asymétrique de 20 parce que ça revient à dire que je disais tout à l'heure, sur 90 millions d'immobilisation, tu vas peut-être avoir 5 ou 6 millions qui vont être inutilisés parce qu'on a peur d'avoir peur. Donc, il faut quand même. C'est sûr. Mais dans de là, avoir une banque centrale ou un. Oui, mais dans un projet où on sait qu'il va y avoir du sol à décontaminer, exemple, ben là, il faudrait que ça soit dessus puis qu'on mette ça au pire. Tu sais, parce que on le sait jamais, puis ça fait partie du risque qu'on a à gérer. Donc, c'est sûr que il devrait y avoir des aspects comme ça au niveau de la décontamination. En tout cas, je pense à celui-là, qui devrait toujours avoir une contingence là, je ne sais pas, Mais ça revient il à me semble. les propos que je vous disais. Si on a 10 projets majeurs d'immobilisation qui peuvent y avoir des risques de décontamination, de surévaluer chacun de ces projets-là, des fois, tu es mieux de dire, mais selon la moyenne, il y en a peut-être 35 qui vont mal aller et on va créer une réserve de projets pour pas amputer chacun des projets des sommes substantielles au cas où. Donc, c'est de là la proposition que j'avais. Puis je pense que ça serait peut-être plus. Puis la personne qui aurait, ou le projet qui aurait un dépassement de coût, il y aurait une reddition de compte à faire quand même au directeur de service qui gère cette réserve-là. Il y aurait peut-être moyen de faire un modèle hybride, effectivement, basé sur justement notre historique, puis des choses qu'on sait de nos projets antérieurs, puis qu'on serait capable de comme modéliser. Puis, et aussi en fonction des bonnes pratiques de gestion de risque, puis de calcul du risque, puis du budget associé là, qu'on a besoin pour chacun des projets, parce qu'il y a certaines choses qui peuvent varier beaucoup aussi. Fait qu'il y aurait peut-être moyen là, de se pencher là-dessus, effectivement. Qui ferait en sorte qu'on aurait quand même un montant de prévisibilité, mais peut-être, on espère, pourrait assumer 100 des coûts. Ça peut être une transition vers une nouvelle façon de gérer le risque dans l'organisation municipale. Oui, Mme Laure Le Tartavois. Je ne sais pas si on arrive à la conclusion du point. Je dirais que moi, ce que je retiens de tout ça, là, c'est que je trouve que ce qui est important, c'est d'avoir un cheminement clair dans ces gestions de projets-là, avec une reddition de compte qui redescend au niveau politique où les élus peuvent prendre des décisions éclairées sur c'est quoi le risque au niveau financier, entre autres.
Puis, ce que disait Mme Boutin par rapport à cibler peut-être les projets structurants ou les projets d'envergure, je trouve ça aussi intéressant. Je parlais avec un collègue à Laval. Il disait, eux autres, ils avaient mis comme c'était un barème financier. Là, je pense que c'était tous les projets en haut de 10 millions. Ils vont au conseil exécutif pour chaque étape en amont, puis, tu sais, parce que justement, pour pas qu'aucune équipe travaille dans le beurre, parce que les projets d'envergure, souvent, ça fait travailler beaucoup de monde, qu'on dépense pas de l'argent non plus dans le beurre. Fait que là, tu sais, nous, si notre barème, ça peut être, ben, on va cibler ceux qui sont structurants, on verra mais tu sais, avoir des projets que eux, on sait qu'on veut les suivre de près, puis à chaque étape super serrée, parce que c'est plate pour tout le monde si après ça, vous travaillez pendant un bout, puis là, on revient, puis on dit non, finalement, on veut pas, puis là, ça fait 6 mois, vous travaillez sur quelque chose, tu sais, personne n'est gagnant dans cette situation-là. Fait que ça, je trouve ça bien si on se dit, ciblons les projets qu'on trouve importants à suivre, puis assurons-nous d'être d'un suivi serré, puis d'une reddition de compte. Je suis d'accord avec vous. On travaille exactement sur justement le processus les critères de sélection, en fait, là, de projets qui vont faire que c'est un grand envergure moyenne ou d'envergure plus limitée. Puis ce qui va nous permettre justement d'avoir une structure de gouvernance adéquate, comme on discutait au départ. Puis la personne à Laval, le cadre de référence justement des grands projets, des projets majeurs de Laval, ben, c'est vraiment une référence en la matière, là. J'en ai pris connaissance, non seulement tu sais, au niveau justement de la progression des projets, des documents qui doivent faire partie des différentes phases, mais aussi de qu'est-ce qu'on rapporte au comité, qu'est-ce qu'on fait. Donc, je prends bonne note de tout ça. Et merci, parce qu'on a rencontré les gens de Laval, moi et Mme Lapierre. Puis, non, C'était peut-être davantage sur le processus budgétaire. ouais. Fait qu'ils ont Non, peut-être. non, non. C'est fort intéressant le commentaire que vous amenez. C'est de là, c'est important d'échanger avec d'autres élus. Monsieur Jean, des commentaires sur la démarche ou questions? Mais moi, qu'est-ce que je retiens, c'est bon, la prévisibilité au point de vue financier. Là. Je pense que c'est un enjeu important. Puis aussi clarifier le processus d'intervention politique. Je pense que pour déterminer le rôle de chacun, puis peut-être aussi avec des indicateurs, feu rouge, feu jaune, feu rouge, à savoir c'est quand ça va bien, des alertes au point de vue gouvernance et financier. Monsieur Jutra, félicitations. Je vous remercie pour votre attention. Je sais que c'est un petit peu technique, mais c'est très intéressant. Et c'est beaucoup plus facile à comprendre lorsqu'on a les explications de M. Jutra aussi. Merci. On pourrait prendre une petite pause de 5 minutes au point de vue de dossier pour revenir à l'autre dossier qui est démarche en vue d'adoption stratégique de la gestion d'actifs. On prend une pause de 5 à 10 minutes. Merci.
Là, il faut que vous nous donniez des. Non, vous nous donnez vos commentaires pour voir si on a bien pris en note ce que vous nous aviez dit la dernière fois. Puis on dira que l'étape préliminaire a été faite à cette séance-là, puis on arrive avec une version finale par la suite. Ça vous va? Donc, bonjour. On revient à la commission du 27 avril pour la suite de notre agenda. Donc, on s'est rendu au point 5.1.2, démarche en vue de l'adoption d'une stratégie de gestion d'actifs. Vous savez que ça a fait le sujet de plusieurs discussions qu'on a ici. Donc, pour la présentation, on a Mme Guylaine Boutin, directrice générale adjointe, qui va nous faire la présentation de cette approche. Merci, Monsieur le Président. Au niveau de la gestion d'actifs, ça fait quelques fois qu'on en parle au niveau de cette commission-là. Puis d'ailleurs, au mois de février, on a passé à travers une première version d'une politique de gestion d'actifs qui est vraiment la base avant d'établir la stratégie de gestion d'actifs. Fait que aujourd'hui, on est à l'étape de vous proposer une démarche en vue de l'adopter, cette stratégie-là, mais on va aussi passer à travers une version modifiée suite à vos commentaires de la dernière fois de la politique de gestion d'actifs. Fait que ce qu'on vous propose comme démarche, en fait, c'est de lister, en plus de travailler sur la politique de gestion d'actifs et le proposer de l'adoption au niveau des membres du conseil municipal, c'est de lister les projets et les actions en cours dans les autres commissions qui ont une composante en gestion d'actifs. Puis déterminer ensemble, ça serait quoi le processus pour s'assurer que ces principes-là qui sont dans la politique de gestion d'actifs soient pris en compte dans les dossiers parallèles. Ce qu'on pourrait avoir en tête, c'est, mettons, au niveau de la commission des loisirs, sport et plein air, ben, il y a le plan de développement de la bibliothèque qui est là, qui est de la gestion d'actifs. Il y a le cadre de référence en loisirs qui veut venir déterminer des niveaux de service qui vont avoir des impacts sur la gestion des actifs. Fait qu'il y a plusieurs actions comme ça qui sont en cours dans d'autres commissions sur lesquelles il va falloir s'assurer que la politique de gestion d'actifs qu'on va proposer aux membres du conseil, ben, les principes directeurs y soient présents. On veut également vous proposer de retravailler une approche décisionnelle puis les critères pour un peu guider la priorisation des projets entre eux. On l'avait travaillé un petit peu avant les fêtes à ce niveau-là avec vous en commission. Puis on vous refait une nouvelle proposition suite aux commentaires que vous aviez émis. On propose également de mettre en place un mécanisme pour une réserve financière pour les infrastructures. On veut travailler avec vous, membres de la commission, sur des moyens qui pourraient être pris pour définir puis autoriser les cibles de niveau de service. Parce que, évidemment, les actions à poser, les investissements à mettre en termes d'actifs dépendent de façon directe du niveau de service qu'on veut établir. Puis, il y a aussi quelque chose qu'on veut mettre en place, c'est des indicateurs de performance pour permettre d'avoir vraiment un œil sur le rendement de nos actifs. Par la suite, on veut vous proposer de mener des activités de participation auprès des parties prenantes. Ça, c'est très, très pertinent d'aller voir la population au niveau des niveaux de service parce que c'est eux qui l'utilisent, mais c'est aussi qui payent pour ces services-là via les taxes municipales. Puis, évidemment, ben, le but ultime de l'action qui est dans votre plan d'action de la commission, c'est de rédiger la stratégie préliminaire
et finale en termes de gestion d'actifs. La stratégie, je vous rappelle, les objectifs, ça vise à déterminer comment les principes de la politique vont être mis en œuvre. Ça sert aussi à guider les décisions d'investissement relatives aux actions en fonction des niveaux de services établis, assurer des communications claires à tous les intervenants au sujet de la gestion d'actifs, puis définir et harmoniser les pratiques en matière de gestion d'actifs dans tous les services. Fait que c'est la démarche qui vous est proposée. Commentaires ou questions? Madame Le Tarte-Lavoie? Vous avez deviné dans mes pensées que j'avais des commentaires, questions. Oui, ben c'est super, c'est bien. C'est ce qu'on avait un peu discuté aussi. Je relisais la politique. Donc, dans la démarche, là, il y a les différents points. Lister les projets, les actions en cours en gestion d'actifs. Donc, on inclut aussi une liste des infrastructures municipales là-dedans. Non? Non, on est vraiment dans les autres commissions, il y a des actions qui touchent la gestion d'actifs. Fait que si on va de l'avant avec la politique de gestion d'actifs, avec les principes directeurs, juste s'assurer qu'on soit présent, vous comme membre, mais nous aussi administrativement, pour s'assurer que les principes directeurs soient suivis, là. OK, fait que là, on est au niveau des projets, des actions en cours. Mais est-ce qu'il va y avoir après, dans un deuxième temps, ou la liste de nos infrastructures municipales pour la gestion d'actifs de nos infras? Ou? Bien, ça ne sera pas dans un dossier de commission. En fait, c'est que l'inventaire des actifs, on les a. OK. C'est déjà connu. Ce qui nous manque parfois pour certaines familles d'actifs, c'est plus l'État de façon structurée. Ce qui nous manque, c'est des niveaux de service qu'on veut mettre en place. Fait que c'est plus ces actions-là qui vont venir. Mais comme ça, c'est déjà pris en charge, dans le fond. C'est juste que c'est pas par la commission. Exact. OK, c'est bon. Ensuite, pour établir l'approche décisionnelle et les critères qui serviront à prioriser les projets, j'imagine que ça, il va y avoir un retour politique pour déterminer ces critères-là. Si vous vous souvenez, on avait fait un exercice de priorisation, je pense que c'est la première commission de l'année, sur laquelle on s'était penché sur des critères. Mais c'est vraiment un outil d'aide à les décisions parce qu'évidemment, par la suite, vous êtes souverain. Mais nous, ce que ça va nous permettre de faire, c'est mieux structurer notre proposition en termes de projet au PTI, parce que les projets vont être comparés de la même façon entre eux. Mm-hmm. Ben oui, je me souviens de l'exercice des tableaux, mais c'est ça, on n'était pas nécessairement revenu finalement, ça allait être quoi le poids, puis tout ça. Fait que c'est pour ça que je me demandais ça va-tu revenir en commission? Ou? Tout à fait. C'est Oui, c'est ça. de ça qu'il est question à cette étape-là. OK. Surveiller le rendement des actifs, est-ce qu'on veut dire surveiller ce qui répond aux besoins au niveau des études? C'est tout ça que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fonction des niveaux de service établis, c'est si on arrive à aller atteindre ces niveaux de service-là. Un exemple qu'on pourrait donner, supposons qu'on fait l'acquisition d'un terrain synthétique, puis il y a une durée de vie de 15 ans. On va surveiller et s'assurer que la vie soit vraiment de 15 ans. Ça peut être un exemple du genre? C'est un exemple du genre. Si vous voulez un autre, mettons, exemple au niveau du réseau routier, si on dit on veut que les rues locales soient à tel niveau en termes d'état, bien, s'assurer que les investissements qui sont faits permettent d'atteindre cet état-là. Comme dans votre cas de terrain synthétique, ça peut être aussi parce qu'on va essayer de mettre des indicateurs davantage sur le niveau de service, parce que c'est la résultante auprès de la population. Dans le cas du terrain synthétique, on pourrait voir que est-ce que au niveau de la satisfaction des usagers, est-ce que le nombre de personnes qui l'utilisent versus l'investissement, c'est comme on avait pensé. Ça fait que ça fait un lien aussi avec le projet précédent, c'est de regarder si les hypothèses de base sont rencontrées. Le payback. Exact, le payback. Coût revient. Exact. Le coût revient. Puis pour le sondage dans la population, pour les questionner sur le niveau de service attendu, c'est pas la première fois que vous en parlez, puis je pense que c'est une très bonne idée. Je vois en parenthèse, c'était 2024, donc on s'attend plus à faire cette démarche-là l'an prochain pour le sondage auprès de la population. En fait, ça ne sera pas seulement un sondage parce que c'est énorme, là. Il y a beaucoup de familles d'actifs, puis il va falloir y réfléchir par famille. Est-ce qu'on va impliquer le secrétariat à participation citoyenne pour ça?
Ben, exact. On est en train de réfléchir à ça, justement, au niveau une des actions de la commission des loisirs, il y a le plan de développement des bibliothèques. Ben ça, il va y avoir une consultation de la population déjà cette année. Fait que pour des dossiers propres à la commission, ben, je pense que ça va plus aller en 2024 parce qu'on a déjà sur la table plusieurs consultations en cours qui ont un lien avec la gestion des actifs. OK. Puis finalement, mettre en place une réserve financière pour les infrastructures, ça, c'est super. Donc ça, c'est quelque chose qu'on devrait voir dans le prochain budget 2023. Mais 2024, oui, c'est vrai. merci, Mme Laure. Le temps de la voix, M. Gingres. Oui, merci, M. le Président. Ben, merci du travail accompli. On s'en va dans une bonne direction. On n'avait pas de politique de gestion d'actifs, n'est-ce pas? Non, ça va être la première politique qui va être Ça va adoptée. la première, bravo. On va se féliciter de ça. Moi, une de mes questions, ben, vous l'avez mentionné, Mme Boutin, c'est les familles d'actifs, il y en a plusieurs. Pour le bien de tous, pouvez-vous juste en nommer quelques-unes là, qui nous intéressent plus particulièrement? Oui, ben en fait, si c'est votre seule question, ben on en fait référence dans la politique en tant que telle, puis ça va être le prochain point de réviser tout ça. Là. Ça fait que C'est bon. Merci, M. Gingres. Et en complément, dans l'atelier de travail aussi, on a identifié les actifs aussi, qu'on est partenaire, entre autres, là, parce qu'on sait qu'on a développé au fil du temps des partenariats avec des institutions scolaires, tout ça. Donc, ça va faire partie de aussi la gestion d'actifs. On prend juste le stade de l'Université de Sherbrooke. C'est une copropriété. De façon récurrente, il y a des frais d'exploitation, puis aussi d'immobilisation qui sont à tenir en compte. Établir les principes de famille, d'actifs, puis je reviens sur les propos de M. Gingres. C'est souvent demandé à savoir c'est quoi les actifs de la ville de Sherbrooke. Je pense que ça va être une belle opportunité pour mettre à jour sur un échéancier à moyen et long terme. Là. C'est quoi les actifs de la ville? Et aussi, on parle souvent de l'endettement de la ville, mais on est peut-être endetté, mais on est riche en actifs aussi, versus d'autres villes. On prend un point de vue équipement, là, prenez juste un amphithéâtre comme le Palais des Sports, rebâtir ça aujourd'hui, on parle de plusieurs centaines de millions, peut-être pas une centaine de millions, mais plusieurs millions de dollars. Là. Mais on a plusieurs actifs de ce genre qui font en sorte que le taux d'endettement, quand on regarde des actifs qu'on a, est quand même avantageux versus d'autres villes. Donc, aujourd'hui, ce sujet-là va nous revenir à la prochaine commission pour adoption. Juste une petite question Oui, comme ça, M. allez-y. le Président, Mme Lapierre. Ça l'affecte évidemment la cote de crédit de la ville, les actifs et tout. Notre cote de crédit, aux dernières nouvelles, elle était Bien, elle était bonne. En fait, on l'a simulé lorsqu'on a revisé la politique de gestion de la dette en 2019. Donc, elle était un petit peu inférieure, par exemple, à la Ville de Québec, mais je veux dire, on avait une très bonne cote. Elle était de A+. je pense que c'était Standard Poor's ou Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'était pas une cotation, une notification, une notation officielle. OK. Nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait reproduit le modèle suivi par une firme de notation. Mais quand même, je pense que ça avait été fait là, en collaboration avec un professeur de l'université aussi. Donc, je pense que la démarche avait été sérieuse, mais ça nous donnait une notification là, qui était très intéressante là, pour. Oui. Puis, on le voit aussi lorsqu'on va en règlement d'emprunt. Donc, on a aussi accès à combien les autres villes, quel est le coût d'emprunt. Puis on voit qu'on bénéficie quand même là, d'une bonne notification parce que parfois on a des taux d'intérêt un petit peu légèrement inférieurs. Là. Parfait, merci. Bonne question. Il faut juste faire attention, je tiens juste à préciser, ça a été fait en 2019, donc il faut juste s'assurer de maintenir ça. Hein. C'est quelque chose qui est en évolution parce que c'est tout ça dépend des comment on gère puis tout ça. Fait que c'est pour ça qu'on a à cœur aussi de s'assurer que le ratio d'endettement là, est bien respecté.
Donc, on va revenir en mai prochain pour la version finale de l'adoption de la stratégie de gestion d'actifs. Avant la levée de l'Assemblée, on pourrait peut-être faire un tour. Monsieur Deneau? Oui. Juste pour précision, là, il y a une résolution qui va être modifiée. Puis de ce sommaire-là, ça va cheminer directement par sa démarche et va être approuvé CECM. Alors, on va cheminer directement avec ce sommaire-là. Ce qui va revenir à la prochaine séance, c'est la politique de gestion d'actifs, sur lequel je vais vous souligner c'est quoi qu'on a fait comme modification suite aux discussions du mois de février. OK. Alors, pour répondre à la question de M. Geng tout à l'heure, les familles d'actifs qui sont inclus dans la portée de la politique sont au paragraphe 2. On parle des routes, des infrastructures de transport actifs, on parle des ponts sous juridiction de la ville, on parle des conduites d'eau, des conduites d'égouts, les bassins d'eau pluviale, les stations de pompage, les réservoirs, les usines de traitement, les parcs de véhicules et d'équipements, systèmes technologiques, on parle des bâtiments, les terrains, les infrastructures sportives, récréatives, culturelles, communautaires, les infrastructures du réseau électrique, comprenant évidemment les postes de distribution, les barrages, les centrales de production d'électricité, tout ce qui est éclairage public, les feux de circulation, mobilier urbain, les arbres. Les données aussi, c'est des actifs. Il faut les gérer. Ça occasionne des dépenses de gérer des données aussi. Alors, tout ça fait partie, ça fait que c'est l'ensemble de ce que la ville possède qui sont inclus dans la politique de gestion d'actifs. Puis, on inclut aussi dans la portée les actifs naturels comme les espaces verts, les milieux humides, les plans d'eau. Puis, on va l'inclure dans les bonnes pratiques d'inventaire puis de gestion d'actifs. Et au point 3 aussi, 3.1, service offert à la collectivité, actifs des partenaires publics, comme on mentionnait tout à l'heure. Oui, ça, je vais vous souligner, c'est justement suite à la commission, vous aviez proposé qu'on en tienne compte. Bien, on l'a mis là. Au niveau, Monsieur le Président, des plans d'eau. Bon, on sait que au niveau des plans d'eau, il y a une partie qui appartient à la ville, une partie qui appartient au fédéral, une partie qui appartient au provincial. Quand on dit que les plans d'eau font partie de nos actifs, c'est quelle partie? C'est-tu général ou c'est la partie dont on est responsable? En fait, on va venir les considérer dans la valeur de ce qu'ils apportent à la population. OK. C'est qu'on va s'organiser pour que nos plans de gestion d'actifs tiennent compte de ne pas perturber ces milieux-là puis de les garder en santé. OK. Ça fait que ça passe aussi des considérés dans les rejets d'égouts, des considérés dans la gestion des rives. C'est un peu tout ça. Ça fait que tu en tiens compte dans ton plan de gestion d'actifs qui existent ces actifs-là, puis ils rendent des services à la population qui peuvent être chiffrés aussi monétairement. OK, merci. Et au point de vue budgétaire aussi, qui représente aussi des déboursés de façon annuelle. Au niveau des principes en tant que tels, c'est suite à la dernière commission en février. L'avant-dernière commission en février, vous aviez énoncé des modifications que vous aimeriez qu'on apporte à la version de la politique qui vous avait été présentée. Alors, au point 3.1, ce qu'on a rajouté justement, c'est que la politique va tenir compte des actifs des partenaires publics dans l'inventaire de l'offre de services. Fait qu'on ne se propose pas de venir gérer les actifs de nos partenaires, mais plus d'en tenir compte quand on va dire, ben, on va avoir X terrain ou X bâtiment, ben, si c'est offert déjà puis disponible via une entente, on va en tenir compte. Monsieur Deneau parlait tout à l'heure des terrains sportifs avec l'Université de Sherbrooke. Ben, on va dire, ben, dans nos terrains de soccer, vu qu'on a accès à celui de l'Université de Sherbrooke, ben, ça en fait un quand même en termes de service à la population. Fait que ça, c'est une modification qui était faite par rapport à la dernière fois. Puis, on mentionne aussi dans ce paragraphe 3.1, suite à vos commentaires, que la Ville examinera régulièrement les objectifs en matière de niveau de service pour s'assurer qu'ils sont en adéquation avec les attentes de la collectivité, du conseil municipal ainsi que les autres objectifs stratégiques. Fait que ça, on l'a précisé suite à vos commentaires. Dans la section 3.2, ce qu'on est allé préciser, c'est au deuxième paragraphe, la Ville de Sherbrooke adoptera une approche proactive pour atténuer les impacts des changements climatiques. Elle prendra et mettra en œuvre les décisions en matière d'actifs en considérant les facteurs socioculturels, environnementaux, économiques et les enjeux opérationnels.
Parce qu'on avait discuté ensemble que peut-être que les niveaux de service vont être influencés par les pénuries de main-d'œuvre, par les nouvelles contraintes qu'on pourrait avoir. Ça fait que les enjeux opérationnels, on les a rajoutés suite à notre discussion. Monsieur le Président? Juste dans le titre, étant donné ce que vous expliquez, c'est peut-être plus de l'adaptation au changement climatique que du développement durable. Je ne sais pas si développement durable, des fois, c'est un terme aussi un peu contesté, qui est comme d'une autre époque. En tout cas, fait que c'est juste un détail, mais avec ce que vous expliquez, je pense que ça serait peut-être plus c'est de l'adaptation au changement climatique. Fait que vous proposez qu'on modifie le 3.2 comme thème. Parfait. Au niveau du paragraphe 3.3, il n'y a pas eu de changement au niveau du principe. C'est qu'on y va avec une approche globale qui préconise une vue d'ensemble, malgré le fait qu'on a plusieurs familles d'actifs qui sont très différentes. Puis qu'on considère l'ensemble du cycle de vie de l'actif. En 3.4, en termes de responsabilité financière et prise de décision en matière d'actifs, ce qu'on est venu modifier, c'est plus en termes de terminaison, on a parlé de... Oui, vas-y donc, Nathalie, c'est parfait. En fait, à l'époque, c'était beaucoup écrit plus de venir évaluer l'impact des des nouvelles constructions ou des nouveaux ajouts, alors que là, on l'a mis beaucoup plus global, c'est-à-dire que il faut s'assurer que les décisions quant à la nécessité d'acquérir, certes, de construire, de se départir d'actifs, donc ça, c'était un élément, sont prises avec diligence en accordant une attention particulière à la demande actuelle et future. Dans le fond, c'est dans tous les mouvements qu'on va avoir au niveau des actifs, dans le fond, il faut toujours s'assurer d'un point de vue financier, une vision future, puis une vision actuelle, puis essayer de chiffrer tout ça. Donc, on est venu élargir plutôt que de le centrer. Donc, c'était suite à un de vos commentaires, d'ailleurs. En 3.5, on est venu préciser que dans l'approche de gestion d'actifs, la Ville va promouvoir l'innovation dans l'élaboration d'outils et techniques de solutions. C'est juste écrit un peu différemment par rapport à la version que vous avez eue. Puis, on a précisé au deuxième paragraphe qu'on va évaluer les compétences en gestion d'actifs nécessaires pour mettre en œuvre la politique et la stratégie, parce qu'avant, on faisait référence seulement avec la politique. Fait que c'est vraiment des petits changements. En 3.6, non, en 4, dans les responsabilités du conseil municipal, on est venu au dernier PICO mentionner que au niveau du rôle du conseil municipal, c'est approuver le financement des actifs au moyen des plans financiers pluriannuels et à long terme, de même que les budgets de fonctionnement requis pour assurer l'opération et l'entretien. Ça vient en concordance avec le fait qu'on tient en compte de l'ensemble du cycle de vie. Ça fait que si on construit quelque chose, déjà prendre compte qu'il va y avoir des frais pour opérer puis entretenir cet actif-là. Est-ce qu'il y avait d'autres modifications? Dans les directions de service, on a rajouté au deuxième PICO de promouvoir les principes directeurs de la politique de gestion d'actifs auprès des organismes du périmètre comptable et les partenaires avec lesquels ils travaillent. Fait que ça, c'est quelque chose qui n'était pas précisé lors de la dernière version. Fait que ça fait le tour. Je ne sais pas s'il y avait d'autres éléments que vous aimeriez qu'on modifie avant de vous présenter une version finale à la prochaine commission. Alors, j'ai pris en note pour le titre de la section 3.2 qui pourrait s'appeler Vision long terme et adaptation au changement climatique. Quelque chose comme ça. Commentaire? C'est sûr qu'aussi, ça intègre aussi le changement technologique, vous en avez parlé. Veux pas, c'est quand même un sujet d'actualité, puis un enjeu aussi majeur, si on voit au point de vue technologie, l'évolution, puis c'est fini le temps de penser qu'une certaine technologie peut durer pendant 15 ans ou 20 ans. Là. Donc, ça fait partie aussi de la gestion d'actifs.
Donc, merci. Donc, qu'est-ce qu'on disait? C'est qu'on va revenir avec l'adoption lors de la rencontre de mai prochain pour la version finale. Pour la résolution en lien avec ce dossier-là, ce qu'on vous propose, c'est cette résolution-là, que la démarche de la Commission en vue de l'adoption d'une stratégie de gestion d'actifs soit approuvée comme suit. Proposer une politique de gestion d'actifs, lister les projets et les actions en cours qui ont une composante en gestion d'actifs et proposer un processus afin de s'assurer qu'ils tiennent compte des principes directeurs de la politique de gestion d'actifs. Proposer une approche décisionnelle et des critères qui serviront à prioriser les projets d'investissement entre eux. Proposer un mécanisme pour mettre en place une réserve financière pour les infrastructures. Proposer pour les familles d'actifs les moyens qui seront pris pour définir et autoriser les cibles de niveau de service et aussi pour surveiller le rendement des actifs via des indicateurs de performance. Puis recommander la tenue d'activités de participation publique auprès des parties prenantes. Puis finalement, rédiger la stratégie préliminaire et finale en 2024. Donc, ça vous convient? Dans les éléments, dans les différents services, on a parlé des sports en lien avec la politique puis les nombres de services qui représentent un petit peu en même temps un plan directeur d'équipement sportif, là, je présume. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux majeurs qu'on identifie qui vont être faits au cours des 2 prochaines années qui pourraient justement impacter la politique d'actifs? Le plan nature en est un bel exemple. On a parlé des bibliothèques tout à l'heure. On a parlé du cadre de référence en loisirs. On a Le projet de mobilité aussi. Aussi. Donc, ce sont tous. Projets d'envergure qui vont Ouais. influencer justement la On, gestion on d'actifs. peut aussi parler de l'usine d'épuration des eaux. ben, en fait, une grosse partie du PTI, c'est de la gestion d'actifs aussi. Je pense que c'est le sujet sur lequel on en parle à toutes les séances de conseil, la gestion d'actifs. Tout est dans tout, là. C'est de la gestion d'actifs quasiment dans tous les dossiers, hein. Et dans les prochaines rencontres, sans vous dévoiler l'ensemble de l'agenda, aussi, on va avoir une rencontre avec Hydro-Sherbrooke qui vont venir justement parler de certains enjeux qu'ils ont. Donc, message des membres de la commission. M. Jean. Oui, merci beaucoup, M. le Président. Ben, merci du beau travail de la direction, de la part de la direction. M. Duprat aussi, qui est venu nous présenter la gestion des risques et puis en vue de présenter prochainement une politique de gestion de risque qui était attendue depuis longtemps. Moi, je suis très, très content de ça. Donc, je tenais à féliciter l'équipe d'avoir pris en charge ce dossier-là, surtout et au niveau des gestions des actifs aussi. Moi, je veux juste m'assurer qu'au niveau de la gestion des risques, il va me rester quelques questions. Comment qu'on va opérationnaliser tout ça? À quel niveau ou de quelle façon les élus vont être impliqués dans ça? Et puis, c'est qui va être le chien de garde aussi de ça? Parce que c'est bien beau une politique, on sait qu'est-ce que c'est une politique, ça peut rester sur une tablette. Là, il faut sortir la politique à tout bout de champ puis dire est-ce qu'on a suivi les étapes en lien avec la politique dont on s'est doté. Donc, moi, c'est sûr que là-dessus, je vais revenir. Et puis, mais en attendant, je suis très content là, que dès la prochaine commission, M. le Président, on puisse déposer notre recommandation au comité exécutif au niveau de ces 2 politiques-là. Merci. Merci, Mme Laure Letarte-Lavoie. Merci, Monsieur le Président. Je veux peut-être, moi aussi, remercier les équipes pour le travail. On vient de parler en gestion de risque. On veut que la Ville puisse promouvoir l'innovation dans l'élaboration d'outils, techniques, solutions. Eh bien, c'est déjà bien parti. La Ville de Sherbrooke a été reconnue pour son leadership là, en matière de gestion intégrée d'actifs. Elle a été lauréate en 2022 pour le prix en gestion des actifs municipaux. Donc, je pense que ça montre qu'on est bien engagé dans une démarche et puis qu'on souhaite innover. On est, tu sais, quand on dit qu'on est leader dans cette démarche-là, ça me fait plaisir. Puis, je crois que ça montre aussi le sérieux avec lequel la démarche est prise aussi par toutes les équipes. Donc, bravo et merci. On se joint à vous justement pour féliciter l'équipe. Étant
à la veille des assises de l'UMQ, puis les travaux de la commission, on peut dire que c'est vraiment des sujets d'actualité parce que la semaine prochaine, aux assises de l'UMQ qui ont lieu à Gatineau, parmi les ateliers, diversifier les revenus municipaux, mission est possible. Donc, il va y avoir des sources de solutions et des discussions qui vont être fort intéressantes. Aussi, la gestion des actifs, une évolution en matière municipale. Donc, un des enjeux de la commission. Puis, conjuguer les budgets municipaux et la hausse des coûts de construction. On en a parlé et vous en avez parlé, M. Jang. Donc, ça va être fort intéressant. Donc, avec l'adoption de ces dossiers qu'on a eus aujourd'hui, on peut lever l'Assemblée. On donne rendez-vous aux gens à la prochaine commission, ici à l'Hôtel de Ville. Merci.